Hi everyone, so we're back here with Olivier Andrieux from Abondance. We are a few minutes early, so we're waiting three minutes so that everyone can connect. Just an information for this conference, this will be held in French. So this is a great opportunity if you don't speak French to improve your understanding of French. So stay, and you will be really missing something if you leave, because Olivier is the Pope of SEO, a very famous person in France. So you really need to hear what he has to say about international SEO. Yes, that's the nickname, the Pope of SEO. So stay there. Okay, we have some French people here in the room. Ok, donc on va passer en français. On attend encore 3 minutes avant de démarrer, Olivier, si ça va pour toi. Pas de problème. Ok, super. Donc juste un petit rappel. Hein, donc là, c'est l'avant-dernière conférence. Et juste après Olivier, on aura John Muller à 17h pour une séance de questions-réponses. Donc je compte sur vous pour poser toutes vos questions. Hein, et aussi à Olivier, hein, n'hésitez pas dans le chat à poser vos questions. On aura une bonne dizaine de minutes pour répondre aux questions à la fin de la conférence. Hein. Tu vois le chat ou pas, toi, Olivier? Pardon? Oui, je vois tout. Ok, super. Ouais, ça va. Je vois le chat, je vois le nombre de personnes, je vois les questions qui arrivent, donc Okay, les messages pour dire bonjour. Ouais. Tu le fais comme tu le sens. Jusqu'à présent, on a gardé les questions pour la fin. Tu vois, on a rassemblé, puis à la fin, on a fait les 10 minutes de questions. Mais si tu sens de répondre en cours de conf, tu gères, hein, je pense que… Ouais, non, mais c'est bien. C'est plus simple. Ça permet de mieux gérer aussi le timing. Oui, aussi, voilà. Donc, c'est bien 20h, John Muller, derrière, hein, c'est ça, hein? C'est juste après toi, donc… 20h. Oui, c'est ce que je dis, 20h. Après, je bascule et je partage mon écran. Hein. Ouais. Okay. Oui, voilà, on va juste passer deux slides, je crois, pour le programme. Johan, we will just show 2 slides to remind of the program, and then Olivier can take over with his slides. Yep, you can steer me. Oh, you don't understand the word. Oh, sorry. No, but I'm sure you will find some interesting information in French. Some words are similar. No, yes, this is a French conference. That was said in the agenda. So. Okay, so now it's 4 o'clock. It is 16h. We are going to start. So maybe we can show just the next slide to remind of the agenda. So Olivier Andrieux maintenant à 16h. And then after that, we have John Muller at 5 for the question and answer session. For the English people, I'm telling this in English because all French people already know it. Olivier Andrieux is a famous SEO expert in France. His nickname is the Pope of SEO. But I will let you, Olivier, introduce yourself right now. Okay, so maintenant je pense que we can show the Olivier slides right now. Okay. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Super. C'est bon? Parce que là, oui. je vois plus rien, je vois plus personne, je ne vois plus que mes slides. Ah oui, on voit très bien. On te voit toi en petit et on voit la page de slides. Super. Bon, bah, très bien. Qu'est-ce que je fais? Je commence? Allez, c'est parti. C'est parti. Ben, écoutez, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Merci aux présents d'être là pour m'écouter, pour parler de SEO international. Donc, comment élargir sa visibilité. Merci aux organisateurs, merci à Zora, merci à TextBroker et à tous ses amis. Donc, voilà, un petit peu quelques informations sur le SEO international.
Donc, je me présente. Donc, je suis basé à Heiligenstein. C'est un petit village de 1000 habitants sur la route du vin en Alsace, au sud de Strasbourg. Je travaille donc sur Internet depuis 1993 et je me suis tout de suite intéressé au SEO et j'ai créé ma société Abondance. Donc, pour être le nom d'Abondance, c'était pour être bien classé dans les annuaires, dans Yahoo et l'Open Directory en 1996. Et voilà, donc je fais de l'audit, des conseils, d'accompagnement, des formations autour du référencement naturel. Donc des livres, des sites web et des guides PDF. Et justement, dans les guides PDF, il y en a un qui est sorti l'année dernière et qui s'appelle Méthodologie de stratégie SEO à l'international. Donc vous pouvez le trouver sur Abondance. Voilà, c'est pas cher et c'est payant cependant. Et donc vous pourrez avoir un certain nombre d'informations complémentaires par rapport à ce que je vais vous dire aujourd'hui, mais je vais essayer de vous en dire un maximum dans ce webinaire. Donc, je vais parler et puis on essaiera de prendre les questions-réponses à la fin. Donc, je voulais présenter le SEO international finalement autour de 10 points qui me semblent importants dans la mise en place de la stratégie à l'international, avec un petit peu en background mon expérience sur un certain nombre de projets qui ont été mis en place à ce niveau. Donc, la première étape, et elle est absolument capitale, extrêmement importante, c'est de bien mettre en place la stratégie de départ. Et la stratégie de départ, elle doit se faire avant tout par pays et surtout pas par langue. Donc, en fait, l'idée en SEO, et c'est finalement un petit peu comme ça que le SEO fonctionne du début à la fin, c'est d'adapter toujours sa stratégie à la structure de Google, à la façon dont Google fonctionne. Le SEO, c'est adapter son site à la façon, aux algorithmes de Google. Et lorsqu'on va essayer d'avoir une visibilité à l'international, l'idée, c'est vraiment de coller le plus possible à la façon dont Google fonctionne. Donc, comment est-ce que Google est structuré? Comment est-ce qu'il fonctionne? Il fonctionne par pays. Il n'y a pas de Google en anglais, il n'y a pas de Google en français, ça n'existe pas. On a un Google par pays, quasiment pour tous les pays du monde. Donc, google.fr pour la France, google.be pour la Belgique, google.ch pour la Suisse, .es pour l'Espagne, .co.uk pour la Grande-Bretagne et google.com pour les États-Unis. Donc, on remarque d'ailleurs que la structure de Google, c'est la plupart du temps, dans l'immense majorité des cas, des extensions géographiques, .fr, .be, .ch, sauf pour les États-Unis où c'est le .com qui est utilisé. Donc, ça, c'est la structure, le mode de fonctionnement de Google et c'est quelque chose sur lequel il va falloir, si possible, s'adapter le plus lorsqu'on va essayer de s'étendre à l'étranger. On va essayer de s'adapter sous plusieurs façons différentes. Il y a deux façons, finalement, quand on voit les sites actuels, l'aspect international, il est mis en place de deux façons. Soit par langue, on a l'exemple ici, on a les petits drapeaux toujours, donc là, on est par exemple ici sur un site en anglais, et puis on va aller sur, si on clique sur le menu, on va aller soit sur le site en français, ou en espagnol, ou en allemand. Ça, c'est la première façon de faire, c'est par langue. Deuxième façon de faire, par pays. On est du coup sur le site UK, Grande-Bretagne, et si on va dans le menu, on va aller soit sur le site pour la France, le pays, la France, soit pour l'Espagne, soit pour l'Allemagne. Donc, on a vraiment les deux possibilités, enfin, les deux voies, les deux chemins qui s'offrent à nous, soit la langue à gauche, soit le pays à droite. Donc là, clairement, la voie à prendre, le chemin à prendre, c'est la stratégie par pays. C'est vraiment celle qui fonctionne. La stratégie par langue, en fait, comme c'est pas du tout comme ça que Google fonctionne, on va avoir des tas de problèmes. Moi, quand un client me dit je veux faire un site pour tous les gens qui parlent français dans le monde, malheureusement, ma réponse est souvent vous partez sur une belle galère parce que c'est pas possible avec un seul site. Ça voudrait dire oui, ok, pour les gens qui parlent français, très bien, mais il va falloir faire un site par pays. Donc cette approche par pays, j'insiste un petit peu dessus parce que malheureusement, si on part sur l'autre voie qui est la voie par langue,
on galère bien et c'est assez difficile de revenir en arrière en plus. Hein. Il faut vraiment tout casser ou… Enfin, c'est vraiment la première décision à prendre, c'est celle-là, c'est de bien partir sur une méthodologie par pays qui est un petit peu plus complexe peut-être que celle par langue, hein, c'est tout à fait possible, mais qui est vraiment indispensable. Donc voilà, ça c'est le premier point, l'étape 1, bien penser à avoir une stratégie par pays. Étape 2, une fois qu'on a bien cette vision de stratégie globale, finalement, en choisissant des pays, bon, on va essayer de choisir des pays cibles qui sont les plus importants pour vous. Alors c'est pareil, parfois j'ai des gens qui viennent et qui me disent moi, je veux être présent, je veux être visible dans le monde entier. Et puis après, on parle budget, évidemment, ils n'ont pas de budget. Alors que le monde entier, ça fait quand même un certain nombre de pays et ça va être un petit peu compliqué à mettre en œuvre. Donc, l'idée, c'est vraiment de ne pas focaliser, de ne pas aller trop vite, de façon trop large, mais au contraire d'échelonner la visibilité sur un certain nombre de pays cibles dans le temps. Par exemple, en disant, tiens, je veux être d'abord visible en France et en Allemagne. Une fois que j'ai appris, une fois que j'ai mis en place ma visibilité sur la France et l'Allemagne, alors j'ai appris, hein, qui dit apprendre, dit faire des erreurs. Hein. C'est pas grave, hein, tout le monde fait des erreurs, mais les erreurs que j'ai faites éventuellement sur la France et l'Allemagne, du coup, j'ai appris, donc je ne vais pas les refaire sur les autres pays. Donc ce serait dommage d'aller sur trop de pays au début pour finalement faire d'éventuelles erreurs sur un bon nombre de pays. Ça fait quand même beaucoup de travail pour récupérer ces erreurs-là. Donc d'abord la France et l'Allemagne, ou d'abord la France par exemple, bref, peu de pays au départ, on apprend, on met en place, ok, j'ai bien compris, j'ai une bonne vision, du coup, deuxième étape, on fait la Belgique et la Grande-Bretagne, ou la Belgique, la Suisse et la Grande-Bretagne par exemple. Ok, on va dire ça à 1 an. Et puis, à 2 ans, je vais essayer d'aller sur les États-Unis, etc., etc. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire quelque chose d'échelonné dans le temps, de ne pas aller trop vite, de ne pas brûler les étapes pour finalement apprendre au fur et à mesure, apprendre de ses erreurs et mettre en place cette stratégie dans le temps. Donc, voilà, il vaut mieux avoir, c'est beaucoup plus profitable d'avoir une stratégie de tortue qu'une stratégie de lapin dans ce domaine-là, parce que ça vous permet finalement d'appliquer de tout ce que vous avez appris à chaque pays que vous allez essayer de conquérir par la suite. Donc, il faut apprendre à être patient. Hein. Je rappelle que le SEO, c'est une grande école de la patience. Donc, il faut aussi prendre son temps et ne pas vouloir aller trop vite. Donc, typiquement, là, vouloir aller dans le monde entier au départ, c'est une utopie. Ou alors, il faut des budgets monstrueux. Et même en ayant des budgets monstrueux, on multiplie le nombre d'erreurs potentielles sur tous les pays sur lesquels on veut être visible. Donc, il faut vraiment, enfin, moi, je conseille vraiment de mettre en place une stratégie par étape, en fonction de l'importance de vos marchés, tout simplement, hein, de l'importance des pays sur lesquels vous voulez être présent. Donc, plutôt tortue que lapin, et finalement, vous gagnerez du temps derrière, clairement. La troisième étape, donc une fois que vous avez défini vos pays cibles, c'est de définir les adresses. Alors là, c'est pareil, hein, prenez le temps pour réfléchir, parce que si vous devez tout changer dans 6 mois, je peux vous assurer que ça va être une vraie galère pour changer toutes les adresses de tous vos sites. Techniquement, tout est possible, hein, donc vous pourrez le faire. Mais vous allez multiplier les risques de problèmes pour faire des tas de migrations dans tous les sens. Ça peut être assez vite une galère. Donc, définition des adresses des sites, il y a 3 possibilités. La première, c'est l'extension géographique. Alors, exemple.fr pour la France, .be pour la Belgique, .ch pour la Suisse, .de pour l'Allemagne. Voilà. En fait, l'idée, c'est d'avoir une adresse, un nom de domaine spécifique
pour chaque pays. Sachant que ça peut être example.co.uk, bien sûr, hein, le nom de domaine n'a pas besoin d'être identique en dehors de l'extension. On peut avoir un mot en français pour le .fr, un mot en anglais pour le .uk, pour le .com pour les États-Unis, un mot en allemand pour le .de, etc. Donc, on est assez libre de faire pas mal de choses. Je rappelle également que les extensions, les nouvelles extensions, elles sont plus très nouvelles, mais enfin, les extensions à connotation géographique, .Paris, .Alsace, .bzh, .corsica, .eu, .Barcelona, .Berlin, ne sont pas des extensions géographiques. Ce sont des extensions génériques qui n'apportent aucune information géographique à Google. En fait, c'est exactement comme des .com. Donc, ne pensez pas fournir des informations géographiques à Google ou Bing en utilisant un .Corsica ou un .Barcelona ou même un .eu. Donc, ça n'a aucune connotation géographique, ce qui n'est pas négligeable. Donc, si vous prenez une extension géographique, c'est bien l'extension sur 2 lettres qui correspond à un pays, .fr, .be, .ch, etc. Quelques exemples de sociétés qui ont opté pour les extensions géographiques, donc Google, Expedia, McDonald's, Coca, Pepsi, Adidas, Amazon, TripAdvisor, voilà, on aura Amazon.fr, Amazon.com, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, hein, un Amazon par pays et donc une extension géographique par pays. Donc ce choix d'extension géographique, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Les avantages, c'est qu'on peut faire à peu près tout ce qu'on veut en termes de nom de domaine. Chaque site qu'on va créer sera indépendant. On pourra même avoir une stratégie différente par site. On peut faire pas mal de netlinking entre différents sites, le .fr qui va faire des liens vers le .be, qui va faire des liens vers le .ch, etc. On peut déjà... Alors, bien sûr, Google verra que ce sont vos sites, hein, que c'est un réseau de sites, mais bon, il n'y a aucun souci par rapport à ça, bien sûr. Peut-être que les liens seront un petit peu moins forts, mais il n'empêche que vous allez amorcer la pompe à liens, vous allez amorcer les premiers liens au départ, et ça peut être vraiment très intéressant. Et puis, c'est des adresses qui sont très facilement mémorisables par les internautes. Il y a des inconvénients, c'est que ça fait pas mal de noms de domaine à acheter, donc une gestion plus complexe, des budgets qui ne sont pas négligeables non plus. Votre marque ou le nom de domaine que vous voulez avoir ne seront peut-être pas disponibles partout. Dans certains pays, il faut avoir une présence sur place, une présence géographique, physique sur place pour pouvoir acheter un nom de domaine. Ce n'est pas toujours possible, ou en tout cas, ce n'est pas toujours le cas. Et puis, en termes d'autorité, en termes de trust, en termes de confiance, du coup, il n'y a plus un seul site, mais cette autorité, elle est un petit peu répartie sur plusieurs sites, voire des tas de sites. Donc, en termes de PageRank global, ça va être un petit peu plus difficile à gérer. Ceci dit, il n'y a pas de solution miracle. Hein. Après, il y a du pour, il y a du contre, on met tout dans la balance et on va essayer de faire des choix. Donc voilà pour les extensions géographiques qui est la solution que personnellement je préconise. Ce n'est pas la plus simple, mais c'est certainement la plus efficace. Vous avez en deuxième choix, un autre choix qui est le fait d'avoir des répertoires. Donc les répertoires, ça va être exemple.com/fr. Alors on va bien sûr le faire sur une extension générique. On ne va pas faire du exemple.be/de, par exemple. Enfin, c'est pas logique. Hein. Donc, on le fait sur du .com, sur du .net ou autre, une extension générique. /fr pour la France, /be pour la Belgique, /ch pour la Suisse ou /de pour l'Allemagne. Voilà, c'est des choses qui se voient également. Une autre variante qui est de mettre la langue et le pays. fr-fr en français pour la France. Il y a une erreur d'ailleurs dans les URL ici, c'est fr-be et fr-ch, et pas be-fr et ch-fr. Donc c'est en français pour la Belgique et en français pour la Suisse. On met toujours, en règle générale, on n'est pas obligé à ce niveau-là, mais en règle générale, on met toujours la langue d'abord et le pays ensuite. Et de-de, c'est en allemand pour l'Allemagne. C'est une variante qui se voit.
Quelques exemples de sociétés qui gèrent leur système comme ça. Apple, Samsung, Bing, Ikea, Microsoft, Spotify. Vous voyez qu'en fait, il y a toujours des très grosses sociétés qui optent pour telle ou telle solution. On s'en sortira toujours, hein, bien sûr, hein, il n'y a pas de souci majeur. Après, c'est une question de balance, hein, de ce que je disais tout à l'heure. Les avantages ici, on a un seul nom de domaine à acheter. Ici, dans ce cas-là, exemple.com, ce qui n'est pas négligeable, ça fait quand même pas mal d'économies, une gestion plus simple. L'URL est plus simple peut-être à se souvenir, puisque c'est le exemple.com / le pays, c'est assez facile. Et il n'y a qu'un seul site, donc qu'une seule autorité, qu'un seul PageRank global quelque part, donc ça peut être pas mal à ce niveau-là. Par contre, pour Google, il n'y a plus qu'un site, donc on perd tout l'aspect netlinking entre les différents sites. Donc on pourra, les liens deviendront des liens internes au lieu d'être des liens externes. Du coup, c'est un petit peu moins, c'est beaucoup moins intéressant. À voir. Vous avez également la solution des sous-domaines, donc fr.exemple.com, be.exemple.com, ch.de. Voilà. C'est grosso modo à peu près la même chose que les répertoires. Les répertoires les sous-domaines seront gérés globalement comme des les répertoires seront gérés comme des sous-domaines et les sous-domaines seront gérés comme des répertoires par Google. Ça ne fait pas une grosse différence. Il n'y a toujours qu'un seul site. Vous avez quelques sites ici comme Wix, WordPress, Wikipédia, Yahoo, Vente Privée, Caudalie, FIFA, voilà, des exemples de sites qui sont passés par cette vision. Bon, pourquoi pas, hein, ils s'en sortent bien, hein, je pense, au niveau SEO. Donc, les avantages et les inconvénients sont assez proches de ceux qu'on a vu précédemment pour les répertoires, hein, un seul nom de domaine, un seul site et une autorité plus forte. Les inconvénients, c'est la même chose, il n'y a plus qu'un site, les liens sont internes, et donc les sous-domaines, alors c'est vrai que certains internautes, peut-être, ne sont pas très habitués aux sous-domaines de type be.exemple.com ou ch. Bon, les gens qui ne sont pas trop habitués à Internet, ils ont plus l'habitude qu'il n'y ait rien ou www en sous-domaine. Bon, ça peut arriver. Donc, voilà. Une fois qu'on a choisi dans quel domaine, quel type d'adresse on veut faire, hein, encore une fois, moi je préconise l'extension régionale. On peut aussi, au sein de pays multilingues comme la Suisse, le Canada ou la Belgique, par exemple, on peut à ce moment-là gérer la langue via un répertoire. Par exemple, exemple.ch/fr pour les gens qui parlent français en Suisse, exemple.ch/de pour les gens qui parlent allemand en Suisse et /it pour les gens qui parlent italien en Suisse. Et là, on va avoir l'extension qui gère le pays et le répertoire qui gère la langue. Et ça me semble une bonne idée. Donc, il faut bien réfléchir avant de prendre cette décision. Elle est importante, hein, pour éviter, comme je l'ai dit tout à l'heure, toute galère en termes d'adressage de sites. Donc, perdez 1 ou 2 jours. Non, il ne sera pas perdu, ou bien au contraire, mais prenez plutôt quelques jours pour bien réfléchir aux tenants et aux aboutissants de cette décision, parce qu'elle va être lourde derrière de conséquences sur l'avenir de votre visibilité. Encore une fois, les trois fonctionnent. Et vous avez des grands noms, des grandes marques qui fonctionnent sur les trois. Personnellement et par expérience, je préconise l'extension géographique. Bon, voilà, pour l'étape 3. Étape suivante, une fois qu'on a choisi les adresses de ces sites, évitez absolument les redirections en fonction de l'IP. Hein, du style, si l'internaute a une adresse IP qui vient de France, on l'envoie sur le site pour la France. Si l'internaute a une adresse IP qui vient des États-Unis, on le renvoie automatiquement, on le redirige vers le site pour les Américains. Si c'est une IP espagnole, on l'envoie sur le site .es ou sur le site espagnol, etc. Vraiment, par expérience, ça met un bazar total. Ça met plein de problèmes. Déjà, le robot Googlebot ou le robot Bingbot, les robots, en règle générale, ils ont des adresses IP américaines.
Alors, ce n'est pas toujours le cas, hein, de plus en plus, les robots gèrent des IP locales, parfois, pas toujours, enfin, toujours est-il que tout ça, c'est la galère. Je pense personnellement que l'internaute, il est assez intelligent pour s'apercevoir que si, déjà, si vous avez bien fait les choses et que l'internaute, il est sur google.es, s'il est sur Google Espagne, il aura le site, votre site espagnol qui apparaîtra. Si vous avez bien fait les choses, les 10 étapes. Donc déjà, il arrive sur le… Et si c'est un Français qui est en Espagne, il va arriver sur votre site pour l'Espagne. Ben, il y aura les petits drapeaux qui le feront aller vers le site français s'il veut consulter le site français. Il n'est pas débile, l'internaute, il y arrivera. Hein, donc, vraiment, essayez vraiment, parce qu'il peut y avoir des redirections en fonction de la langue du navigateur aussi, enfin, voilà, etc. Franchement, évitez ça. Dans la plupart des cas, ça va être des galères derrière. Et surtout, il n'y a pas vraiment de problématique. L'internaute, il arrive toujours sur le site sur lequel il veut aller. Voilà, ce qu'il ne faut absolument pas faire, le site d'UPS par exemple, ici, on arrive sur la page d'accueil et on est redirigé automatiquement sur une page qui permet de sélectionner le pays sur lequel on veut aller. Alors du coup, il y a de fortes chances que Google prenne cette page comme votre page d'accueil. On ne peut pas dire que ce soit une page qui explique vraiment ce que fait UPS. Hein. En termes de mots-clés, en termes de SEO, déjà, il n'y a pas de texte. En termes de texte, il n'y a que des noms de pays ou de langues. Enfin, c'est totalement catastrophique. Donc voilà, pas bon, à éviter absolument. 5e étape, mettre en place des liens entre les sites, bien sûr, hein, puisque vous avez du coup plusieurs sites. Alors, encore une fois, si c'est des extensions géographiques, ce sera vraiment du netlinking et des backlinks intéressants. Et essayez de mettre en place des liens entre vos différents sites qui soient SEO friendly. Donc, SEO friendly, un lien SEO friendly, c'est simple, hein, c'est une URL intelligible dans le paramètre href du lien, hein, du code HTML A/A. Dans le href, il faut qu'il y ait une URL valide. Elle peut être éventuellement sous telle forme ou telle forme, mais il faut qu'elle soit valide, HTTPS, etc. etc. Je vois parfois des menus qui sont tellement compliqués dans le code que tout simplement, les liens ne sont pas lisibles par les moteurs, ou il y a un risque, parce qu'ils sont en JavaScript un peu compliqués, etc., il y a un risque que le JavaScript soit mal interprété et que les liens ne soient pas vus. C'est quand même assez dommage. Vous avez la possibilité de faire des liens entre vos différents sites. Faites simple, en règle générale, on fait du ULLI en HTML et on met les bonnes feuilles de style dessus pour que ça soit joli et que ça fasse un menu et ça se passe très bien. Voilà. N'essayez pas de faire des choses hyper compliquées pour les menus de navigation d'un site à l'autre, parce qu'il peut y avoir un risque que les moteurs de recherche ne voient pas et n'arrivent pas à interpréter ces liens et vous perdez tout le netlinking derrière. Malheureusement, je l'ai vu. Hein. Si je le dis, c'est que je l'ai vu. Et ça arrive assez souvent, mais je l'ai vu quand même. Hein, donc, bon, vérifiez quoi. 6e étape, implémentation des balises hreflang, absolument essentiel. Hein, je rappelle donc les balises hreflang. Si je prends une page web qui va être pour la France sur votre site.fr/produit, pour la Belgique sur votre site.be/produit et pour la Grande-Bretagne, votre site.co.uk, products.html. Donc, 3 pages web. Il y a de fortes chances que les 2 premières aient exactement le même contenu. C'est pas grave, il n'y a pas de problème. Hein, si vous faites bien les choses, il n'y aura pas de contenu dupliqué. Et la 3e en anglais. Les 3 pages doivent avoir les balises hreflang indiquées en dessous. Hein, donc, la première hreflang fr-fr en français pour la France, avec l'adresse de la page en français pour la France. La deuxième en français pour la Belgique, fr-be, avec l'adresse du site belge. Et la 3e en anglais pour la Grande-Bretagne. Hein, attention, ce n'est pas en-uk, mais c'est en-gb. Vous trouverez tous les codes facilement sur Internet, avec l'adresse de la page pour la Grande-Bretagne. Donc, chacune de ces 3 pages doit avoir dans son code les 3 URL pour qu'on sache bien quelle est la correspondance d'une page à l'autre.
Vous trouverez ici, voilà, sur Wikipédia, les formats pour la langue et le pays dans les balises hreflang. Quels sont les formats qu'il faut utiliser, hein, FR-FR, FR-BE, FR-CH, etc. Donc, tous les codes langue et pays sont à ces URL-là sur Wikipédia. Vous pouvez aussi implémenter les balises hreflang dans le sitemap XML. J'ai mis ici l'URL où vous trouverez les informations à ce sujet. C'est assez peu fait. Sur les sites que je vois, sur les sites sur lesquels je travaille, c'est assez peu fait. Bon, si les balises hreflang sont déjà implémentées dans le code HTML, je ne suis pas sûr que ça soit intéressant de les mettre aussi dans le sitemap XML. Il y a peut-être un risque que les deux informations ne correspondent pas et ça peut poser problème. Maintenant, si c'est dans les deux et si c'est bien fait dans les deux, code HTML et sitemap XML, bien sûr, il n'y a aucun problème, hein, ça fonctionnera. À voir, voilà. Mais ce que je vois hein, dans les faits, c'est que les balises hreflang sont plutôt implémentées dans le code HTML. Bon. Et ça marche bien, sans problème. Parfois, on a plus facilement accès au sitemap XML, donc on va à ce moment-là les implémenter plutôt dans le sitemap XML. Étape 7, ça c'est quelque chose que je vois malheureusement souvent, c'est parfois il n'y a pas d'unicité de langue dans une page web sur un site. Par exemple, si vous avez un site, typiquement un site qui est au départ en français, l'URL est en français, les balises H1, H2, H3 sont en français, le title est en français, la métadescription est en français, le texte est en français, et les attributs alt des images sont en français. Nickel. Le site est traduit en espagnol. Le site est traduit en espagnol, on va traduire le titre, le contenu textuel en fait, mais l'URL est toujours en français, les balises H, elles seront traduites, c'est bon. Le title n'est pas toujours traduit ou à moitié traduit. La métadescription n'est pas traduite et les attributs alt des images ne sont pas traduits. Du coup, on arrive à un contenu un peu bâtard avec une page web où il y aura la moitié ou 60% en espagnol et 40% en français. Bref, on commence à avoir des trucs où les langues sont mélangées parce qu'on a oublié on n'a pas pensé à traduire le title, la métadescription ou les attributs alt des images. Donc, faites bien attention lorsque vous faites traduire vos contenus à tout traduire, et notamment les URL, les titles, les métadescriptions, les attributs alt des images, pour que chaque fois, dans une page, on ait 100% du contenu qui soit bien dans la langue du pays, du pays désiré. Une fois que vous avez fait tout ça, vous créez une propriété Search Console par site, donc par pays. Hein, vous allez dans la Search Console et pour chacun de vos sites et de vos pays, vous créez, quel que soit le type d'adresse que vous avez créé, c'est faisable, c'est possible, vous allez créer une propriété Search Console, comme ça vous allez pouvoir suivre dans la Search Console à chaque fois pour chaque pays. Et pour chaque propriété de la Search Console, dans la Search Console, anciens outils et rapports. Alors, ça va peut-être changer parce que c'est encore sous l'ancienne forme de la Search Console et ce rapport n'est pas encore allé dans la nouvelle forme de la nouvelle Search Console. Mais, et ne l'oubliez pas parce que, en fait, ça, c'est quelque chose que je vois quasi systématiquement sur les sites en .com, etc., de bien indiquer, ciblage international, l'onglet pays, et de bien indiquer le pays cible si vous avez un site en .com, quel que soit d'ailleurs le site en .com. Hein, un site, il est toujours créé pour un pays. Donc, il faut indiquer l'emplacement des utilisateurs cibles, donc le pays cible. Vous allez faire ça pour chaque propriété, donc pour chaque pays, en indiquant à chaque fois le pays cible. Dans le même rapport Search Console, puisqu'on y est, vous avez la possibilité de vérifier les balises hreflang. Avec le message d'erreur qui arrive en règle générale, c'est aucune balise de renvoi. Ça veut dire que, par exemple, vous avez la page FR, la page France, qui a une balise hreflang dans laquelle il y a l'URL pour le site belge, par exemple, mais le site belge n'a pas la balise hreflang pour le site français. Il n'y a pas la réciprocité, en fait, de la balise. Donc, ça va renvoyer un message. Normalement, si la page France a une balise hreflang vers la page Belgique doit avoir une balise hreflang vers la page France. Donc là, il faut vérifier et corriger
les erreurs, sinon c'est pas normal. Ici, dans cet exemple, il y a pas mal d'erreurs sur le site, et ça veut dire que tout simplement les balises hreflang ont été mal implémentées. Donc un petit peu de travail pour corriger tout ça. Donc on récapitule tout ça, hein, toujours réfléchir pays avant de réfléchir par langue, hein, c'est capital. Bien choisir ses pays cibles et voir une évolution dans le temps, quitte à aller plus vite à un moment donné parce que tout se passe bien, ou aller moins vite parce que tout se passe mal, ça peut arriver, malheureusement, je ne vous le souhaite pas. Bien définir les adresses des sites. Alors, les 3 premières étapes, elles sont absolument capitales, elles sont vraiment très, très importantes pour bien démarrer. Si vous démarrez bien, tout se passera bien. La suite est assez facile. Si vous démarrez mal, ça peut vite être galère. Donc, éviter les redirections en fonction de l'adresse IP, proposer des liens Google Friendly entre les sites, donc bien avec des balises à href avec des URL qui vont bien. Implémenter les balises hreflang d'un site à l'autre, proposer une unicité de langage dans tous les éléments SEO de la page, créer un compte Google Search Console pour chaque site, indiquer pour chaque site le ciblage international dans le rapport de la Search Console et vérifier les balises hreflang dans la Search Console. Vous faites ça, vous êtes le roi du pétrole et vous arrivez normalement. Tout doit bien se passer. Il n'y aura pas. Je rappelle qu'on peut tout à fait avoir un site en français pour la France et un site en français pour la Belgique, absolument identiques. C'est pas. Si tout est bien implémenté, notamment les balises hreflang, etc. La Search Console, vous avez 2 fois le même site. Il n'y a pas de contenu dupliqué, il n'y a pas de duplicate content. Vous avez des sites qui sont. Google saura que le site en .fr, il est pour la France, le site en .be, il est pour la Belgique, le site en .ch, il est pour la Suisse. Ils ont tous les 3 le même contenu, mais ils ne sont pas dédiés au même pays. Donc, le site en .fr sera plutôt visible sur Google France, le site en .be sera plutôt visible sur Google Belgique, et le site .ch sera plutôt visible sur Google.ch, Google Suisse. Puis rappel, Google ne prend pas en compte les balises Meta local, Meta property, OG, ça c'est pour Facebook, ou HTML lang fr-fr. Donc c'est pas avec ça qu'on indique à Google, c'est pas avec ces balises HTML qu'on indique à Google quel est le pays ou la langue. Sur quel moteur se référencer? C'est important, bien sûr, parce que l'idée c'est de se référencer sur les moteurs qui sont leaders dans un pays. Donc, à l'heure actuelle, clairement, la meilleure source d'information, c'est StatCounter. Donc là, j'ai indiqué l'URL ici où aller se connecter. J'ai essayé d'expliquer dans un article pour lequel j'ai mis l'URL ici, quelle était la problématique de la mesure et de la comparaison des parts de marché des moteurs de recherche. C'est un sujet complexe, donc j'ai essayé de résumer un petit peu tout ça et de résumer ma vision dans l'article que j'ai indiqué ici. Je ne vais pas revenir ici, voilà, mais je pense tout ça pour dire que je pense que StatCounter est certainement l'outil qui donne la meilleure visibilité, la meilleure vision des parts de marché des moteurs de recherche aujourd'hui, sachant qu'aucun outil n'est fiable à 100%. Donc, sur quel moteur de recherche se référencer? Pour quasiment tous les pays de la planète, ça va être Google ou Bing. Google et Bing. Google parce que c'est 92% de part de marché mondial. Bing parce que c'est le challenger. Ici, on a les parts de marché pour la France. Clairement, il n'y a pas photo. Google, éventuellement Bing, et derrière, il n'y a plus grand monde, malheureusement. Dans le monde, quels sont les pays qui résistent encore et toujours à l'envahisseur comme Astérix? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a, à ma connaissance, plus qu'un seul pays dans le monde où Google n'est pas leader, c'est la Chine, avec une situation un peu spécifique, politico-économique un peu spécifique. Mais sinon, dans tous les autres pays du monde, Google est leader. Mais il y a certains pays qui essaient de se battre, comme la République tchèque avec Seznam, comme Yandex, qui est quasiment à égalité avec Google, ou pas loin en tout cas, en Russie. Le Japon, où Yahoo tire son épingle du jeu, et la Corée du Sud avec Naver, qui est à 17%. Voilà. Mais dans tous ces pays, quand même, Google est leader, donc à part la Chine.
Donc, ce n'est pas un scoop si je vous dis que le moteur sur lequel il faut travailler pour être visible à l'international, c'est Google, hormis pour la Chine, bien sûr. Voilà, merci pour m'avoir écouté. Je pense que je suis à peu près dans les temps. Je vais sortir. Alors, je pense que le replay de cette conférence sera disponible. Et de toute façon, je mettrai les slides sur mon site abondance.com avec éventuellement un lien vers le replay. Donc, je vais revenir sur mon ordinateur pour voir éventuellement s'il y a des questions. Oui, merci beaucoup Olivier. Effectivement, les replays vont être disponibles et donc tes slides également. Merci beaucoup. On va juste, mon collègue va afficher notre slide pour la séance de questions. Donc encore un grand merci à tous nos partenaires qui ont participé à cette journée. Alors il y a eu pas mal de questions pour toi Olivier et je pense qu'on a à peu près 10 minutes pour les traiter. La première question, c'était donc au tout début de ta conférence, une question d'Olivier. Est-ce que les extensions de type .Alsace seront un jour prises en compte par Google en tant que critère géographique? Surtout .Alsace, les autres non, mais… moi, je vais racheter Google et puis je vous dis, dès que je fais, il n'y a pas de problème. En fait, ce que Google a dit, c'était que, bon, par défaut, toutes les nouvelles extensions à connotation géographique sont prises en compte comme des .com, mais il se pourrait effectivement qu'à l'avenir, par exemple, notamment si les extensions sont bien gérées, entre guillemets, c'est-à-dire si le point Alsace, si Google s'aperçoit que c'est vraiment que des sites alsaciens à connotation alsacienne qui intéressent que les Alsaciens, au cas par cas, certaines extensions pourront fournir des informations de type géographique. Donc, par contre, si, je ne sais pas, le point Barcelona fait n'importe quoi, et je ne le connais pas, mais c'est un exemple. Si le point Barcelona vend le point Barcelona à tout le monde et pas obligatoirement à des sites qui parlent de Barcelone, cette extension ne sera pas prise en compte. Donc, comment ça va se passer, on ne sait pas. Est-ce qu'il y aura une communication de Google, on ne sait pas. C'est pas impossible. Google n'a fermé aucune porte à ce niveau-là. Ça dépendra surtout comment ces extensions sont gérées et ça se fera au cas par cas. Et pour le moment, en tout cas, ce n'est pas le cas, clairement. Ok, super. Ensuite, donc toujours la même personne. Est-ce que le sélecteur de langue ne va pas créer une multitude de liens non optimisés entre les sites du même groupe? Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'un lien non optimisé. Moi, un lien, il est soit bon, soit suroptimisé. Le sélecteur de langue, il va créer des liens, bien sûr. Ça va être un réseau de sites. Bon, Google le verra en 30 secondes. Mais Google n'a jamais dit que les réseaux de sites n'étaient pas bien. Moi, j'ai une vingtaine de sites web ou une dizaine de sites web. Ils se font des liens entre eux. C'est logique, les liens transfèrent du sens. Et j'ai aucun problème. Enfin, c'est pas du spam, c'est pas un PBN, c'est pas tous ces trucs-là. Donc, Orange, toutes les EDF, ils ont des dizaines de sites, ils se font tous des liens entre eux et il n'y a pas de problème. Est-ce que ce sont des liens non optimisés? Je ne crois pas, ce sont des liens. Ça ne suffira pas. Clairement, ça ne suffira pas pour avoir une bonne visibilité. N'empêche que si on peut avoir un certain nombre de liens gratuits dès le départ entre les différents sites, moi je prends. C'est assez compliqué d'avoir des liens aujourd'hui en SEO. Si on peut les avoir se créer son propre netlinking propre, il ne faut pas hésiter à le faire. Je ne pense pas que ce soit des liens non optimisés. Ce sont des liens et ils ont leur mot à dire en termes de netlinking. Ok. Comment gérer les pays multilingues, par exemple la Suisse, qui a plusieurs langues? C'est l'exemple que j'ai donné dans le support. Moi, ce que je préconise, c'est d'avoir une extension .ch et un répertoire de langues. Donc, .ch/fr, .ch/it et .ch/de pour les 3 langues. Donc, l'extension gère le pays, le répertoire gère la langue. Ok. Alors là, je ne sais pas si c'est… tu vas me dire si la question est claire. L'implémentation des balises hreflang dans le sitemap n'est pas nécessaire si on a un site par pays? Si. Enfin, l'implémentation des balises hreflang dans le sitemap n'est pas obligatoirement nécessaire si on a déjà implémenté les hreflang dans le code.
Si Mais on a un si peu vous n'avez plus pas implémenté les hreflang dans le code, vous pouvez tout à fait l'implémenter dans les hreflang si vous avez plusieurs extensions par pays, il n'y a aucun problème. Ok. Comment éviter le contenu dupliqué quand on crée plusieurs versions de sites par pays, ça doit être ça. Comment éviter le contenu dupliqué quand on crée des versions de sites par pays, par exemple, dans le cas d'un commerce de gros où les descriptifs produits sont les mêmes, donc la majorité du site, quoi. Pas de problème. Si vous avez bien suivi les 10 étapes, vous pouvez avoir le même site en France, en Belgique et en Suisse, par exemple, et au Québec, par exemple. Sachant quand même que le français de France n'est pas toujours le même que le français de quelque chose que j'ai pas dit, mais qui me semble pas négligeable. Hein. Le français de France n'est pas toujours le même que le français du Québec, hein, que le français de Belgique ou le français de Suisse. Donc, il y a un petit risque à avoir exactement le même contenu. Enfin, c'est possible. Et typiquement, les balises hreflang et la géolocalisation dans la Search Console vont gérer ça et vont indiquer à Google quel est le pays cible pour chaque site. Et ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de souci majeur. Ok, on a une question sur les pieds de page. On voit souvent dans les pieds de page des sites donc des liens vers les autres sites du groupe. Le pied de page étant répété sur toutes les pages, cela peut créer énormément de liens identiques. Est-ce correct de procéder de telle manière? Alors, s'il y a les liens dans le footer, dans le pied de page, c'est un peu dommage puisqu'ils sont déjà normalement dans le menu sélecteur de pays, hein, avec les petits drapeaux. Je ne vois pas l'intérêt de les remettre dans le pied de page. Donc, moi, je ne le remettrai pas dans le pied de page. Effectivement, ça fait des liens superflus et pas nécessaires. Donc, moi, je les supprimerai du footer, je les supprimerai. Par contre, oui, il les faut dans le sélecteur de pays, dans le menu, bien sûr. Ok, super. Allez, on prend une dernière question, puis après, il va falloir qu'on passe à la suite, sinon on va être un peu juste. Est-ce qu'il y a des cas de figure où c'est clairement mieux d'opter pour un répertoire, un sous-domaine, plutôt qu'un site indépendant? Globalement, non, sauf des questions de budget et de gestion plus complexes lorsqu'on multiplie les noms de domaine. C'est sûr que la gestion des différents noms de domaine, des différentes extensions est un peu complexe parce que ça fait quand même un portefeuille de noms de domaine à gérer. Ça peut coûter cher aussi. Hein. Il y a des pays dans lesquels les noms de domaine coûtent assez cher. Donc, à part le budget et la gestion, je ne vois pas trop. Sinon, voilà, non, je ne vois pas. Ok. Peut-être encore juste une question que moi j'ai. L'hébergement, est-ce que ça joue un rôle dans le SEO international? Alors, globalement, aujourd'hui, non. Hein, vous pouvez faire héberger votre site ou vos sites à peu près n'importe où. Il n'y aura pas de souci. Encore une fois, les hreflang, la Search Console, tout ça va bien gérer les choses. Après, si vous avez un site qui est pour la France, la Belgique et la Suisse et que vos 3 sites sont hébergés au Canada, ça veut dire que chaque fois, il va falloir faire des allers-retours. Les datas, elles vont apprendre à nager. Hein, elles vont traverser l'Atlantique à chaque fois. Je trouve ça un peu dommage en termes de temps de réponse. C'est pas logique, c'est pas cohérent d'avoir son site hébergé outre-Atlantique si vos cibles sont en France, enfin en France, ou en Belgique, ou en Europe. Donc c'est surtout pour ça que l'hébergement peut jouer. Ça peut éventuellement dégrader des temps de réponse. Mais sinon, vous pouvez avoir tous vos sites hébergés en France et puis derrière avoir le .be, d'un .be, un .ch, tous hébergés en France, mais chacun qui concerne des internautes, ça fonctionnera très bien. Des internautes dans d'autres pays, ça fonctionnera très bien aujourd'hui. Il n'y a aucun souci. Vous vous rendez compte s'il fallait qu'on héberge chaque site pour chaque pays dans chaque pays cible. Enfin, déjà qu'on a des noms de domaine différents, s'il fallait avoir un hébergeur différent. Enfin, on pourrait même à la limite avoir des IP géolocalisés, mais ne vous embêtez pas avec ça. Il n'y a pas de souci majeur. Vous pouvez avoir même la même adresse IP, le même serveur, la même adresse IP pour tous les sites. Ça fonctionnera, c'est pas un problème. Ok. Allez, une toute dernière pour ne pas frustrer les gens qui posent des questions. Et là, c'est Angela qui pose une question sur les pays hispanophones. Donc, pour les pays hispanophones, il y a énormément de pays dans l'Amérique latine qui parlent espagnol. Donc, comment gérer ça? Est-ce qu'on gère ça en fonction de l'importance des marchés? Ouais, c'est pareil, hein, c'est la même chose. On va gérer en fonction de l'importance
Par exemple, on va dire, moi, je vais d'abord gérer le Mexique et le Venezuela, par exemple, et puis après, je ferai l'Uruguay, le Paraguay, etc., le Chili, l'Argentine. On va gérer en fonction de la stratégie de l'entreprise, et après, on crée un site par pays. Voilà, un point AR, un point, je ne sais plus ce que c'est pour le Chili, un point VN pour le Venezuela. Je ne suis pas spécialiste des extensions pour les pays d'Amérique du Sud et d'Amérique latine, mais voilà, c'est exactement la même chose en fait que tout ce qu'on a dit, que pour l'Europe ou pour d'autres pays. C'est un site par pays, éventuellement avec une extension, et en fonction de l'importance du pays dans la stratégie de l'entreprise. Ok, super. Bon, ben voilà, on arrive à la fin du timing. Merci beaucoup, Olivier. On va juste, avant de terminer cette session, passer à notre petit jeu pour gagner des prix. Donc, il suffit, voilà, c'est un petit vote pour gagner un bon d'achat de chez Amazon de 100 €, plus une prestation de consulting et 150 € de bons de Text Broker. Ça, c'est le prix numéro 1. Le prix numéro 2, un bon d'achat de 50 € chez Amazon et 150 € de Text Broker voucher, et le prix numéro 3, un voucher de 150 € de Text Broker. Voilà. Et donc, pour participer, il suffit tout simplement de scanner le QR code là que vous voyez s'afficher avec votre téléphone. Vous prenez votre téléphone, vous mettez l'écran devant et ça va scanner. Et si vous n'arrivez pas, vous tapez directement le lien Slido. Donc, il y a juste 3 petites questions faciles. Donc, la première question, est-ce que la présentation vous a apporté de l'information utile? Did the presentation deliver valuable information? Voilà, le vote est ouvert. Oui, évidemment. Le vote est ouvert. Hop, voilà, les gens commencent à répondre. C'est parfait. On va laisser quelques secondes. Voilà, donc c'est normalement assez rapide cette première question. Donc, on va… Je peux Comment jouer? Je peux jouer? Tu peux jouer, Olivier, bien sûr. Vas-y, scanne le QR code, vas-y. Allez, 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. C'est bon, tout le monde a eu le temps? Tu as eu le temps, Olivier, ou pas? Ouais, c'est bon. Ok, super. Allez, question suivante. What was your main takeaway? Donc, quel a été votre principal apport de cette conférence, principal bénéfice? Donc là, on laisse peut-être un petit peu plus de temps parce que c'est un champ libre. Ok, ça répond. Oui, on laisse un petit peu de temps. Oui, vous pouvez répondre aussi bien en anglais qu'en français, ceux qui ne savent pas. En alsacien aussi. En alsacien. Ou en plate. Il y aura moins de monde qui osera, à mon avis. Ok, allez, encore 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hop, on passe à la troisième question. C'est bon? Ouais, allez, troisième question. Troisième question, c'est simplement d'entrer votre adresse email pour qu'on puisse vous envoyer les prix. Enter your email to join the prize draw. C'est pas le plus compliqué. Non, c'est pas le plus compliqué, voilà. C'est assez simple. Oui, il y a des personnes qui te font des schmutz. Au revoir, guys. Ok, est-ce qu'on a fini? Oui, super, voilà, c'est fini. Un grand merci encore, Olivier, pour ta présence. Grand merci à tous nos partenaires. Et on se retrouve donc dans quelques minutes à 17h pour la séance de questions-réponses avec John Muller. Alors, je vous remets. Alors, il y a des gens qui sont un peu perdus quand ils changent de salle.
quoi qu'il arrive, normalement, vous devriez y arriver. Vous cliquez soit sur le lien, soit vous retournez sur la page d'enregistrement, de registration page, la première page où vous êtes enregistré, et vous recevez de nouveau le lien pour entrer dans la salle. Donc, simplement, sélectionnez bien l'horaire, hein, parce que c'est 5 heures. Hein, donc, il y a différents horaires quand vous allez arriver sur cette page. Il faut bien prendre le time slot de 17 heures, hein, 5 p.m. Voilà, donc on se retrouve dans quelques minutes dans la prochaine salle de conférence, donc à 17 heures, ok? Merci à tous. Bye bye. À tout à l'heure. Bye bye. Bye bye.